Le Permanent Secretary est le bureaucrate en chef de la plupart de nos ministères. C'est un généraliste, il n'a généralement pas de spécialisation particulière, ce qui contraste évidemment avec la situation en France, et nous le désignons comme généraliste. L'un des problèmes quand on caractérise les secrétaires permanents est que dès qu'on dit que ce sont les bureaucrates en chef, on se fait cette idée d'hommes anonymes et sans relief. On trouve des personnes très hautes en couleur à ces postes. Certains s'habillent avec une grande élégance vestimentaire. Je me rappelle un secrétaire permanent qui, pour amuser son personnel, portait des chaussettes de la série télévisée Les Simpsons. Ils sont en fait très intelligents, ils sont super calés. J'ai interviewé des ministres, des hommes politiques, et je dois dire que certains hommes politiques sont décevants. Je ne souhaite pas être mauvaise langue, mais c'est juste que ce ne sont pas de grands intellectuels. Pour parler couramment, on pourrait dire qu'ils sont un peu crétins. Je n'ai jamais, vraiment jamais, rencontré un secrétaire permanent qui soit crétin. Ils sont à ce poste parce qu'ils sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, et c'est plutôt impressionnant. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles les universitaires en Grande-Bretagne ont du mal à conseiller les secrétaires permanents est que ces derniers se croient assez malins pour agir en sociologue. Pourquoi s'encombrer des conseils d'un simple professeur? Et il y a un léger air de supériorité détachée chez certains de ces hauts fonctionnaires. Ça peut être très bien mérité, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur visage à présenter au public. Mais c'est une élite. Une élite due au talent, et pas à des réseaux tissés dans les écoles privées ou à l'université, même s'ils ont ces réseaux grâce aux écoles privées et aux universités. Donc, voilà, une esquisse à grands traits d'un groupe très diversifié, de plus en plus diversifié d'ailleurs, avec notamment des femmes. Le modèle de Westminster est bien sûr le modèle historique, et ses grandes caractéristiques sont que la fonction publique est permanente et indépendante, et qu'elle est là pour servir le ministre. Le problème est que depuis des décennies, ce n'est plus que partiellement vrai. Il existe, je crois, au moins deux autres traditions. Il y a d'un côté la tradition de Westminster, et puis il y a ce que j'appellerais la tradition managériale, où on est un manager volontariste, on fournit des services et des politiques pour le ministre. Là encore, c'est un contraste assez marqué avec la France, très peu de nos ministères fournissent directement des services. Ils comptent donc sur d'autres organisations pour fournir les services pour leur compte. Ça signifie qu'il faut qu'ils sachent bien travailler par-delà les frontières organisationnelles. On dit généralement qu'ils travaillent en réseau, que ce sont des passeurs de frontières, etc. Ça ne leur pose aucun problème de travailler en mode décloisonné parce que c'est un groupe très connecté au sein de la fonction publique. Chaque semaine, il y a une réunion de tous les secrétaires permanents pour évoquer les questions qui les intéressent tous. Ils travaillent naturellement et facilement en réseau au sein du gouvernement et beaucoup ont maintenant des réseaux en dehors de Westminster et de Whitehall. Vous avez donc trois styles différents pour gérer un ministère. Il y a le style bureaucratique de Westminster, il y a le style managérial volontariste et il y a le travail en réseau avec d'autres organisations. De tout temps, on a été censé donner un avis franc et direct, comme le disent les Australiens. Donc, si le ministre veut votre avis, on dit ce que l'on pense, on ne l'atténue pas, on ne l'édulcore pas, on explique la situation telle qu'elle est. Et les avis francs et directs sont remis en cause ces derniers temps. Ils voient ça comme une part essentielle de ce qu'il faut faire pour obtenir ce que le ministre veut. Mais ils croient probablement mieux savoir comment obtenir ce que veut le ministre que le ministre lui-même. Et c'est là que survient le conflit avec l'homme politique, parce que les politiques ont tendance à tout savoir mieux que tout le monde, donc les avis francs et directs sont menacés. La première dimension est un changement de gouvernement, car quand le nouveau gouvernement arrive, il soupçonne fortement que les secrétaires permanents et les autres fonctionnaires étaient bien trop proches de l'ancien gouvernement.
il y a ce soupçon. Et puis l'autre soupçon est que la fonction publique va mettre des bâtons dans les roues de n'importe quel gouvernement. Parce qu'elle croit savoir mieux que tout le monde, elle se dispense de faire ce que souhaite le ministre. En fait, je ne crois pas que les fonctionnaires voient ça de cet œil. Je crois qu'ils sont véritablement convaincus qu'ils font de leur mieux pour leur ministre. C'est seulement que le ministre ne le reconnaît pas. Si elle fait ce que souhaite le ministre du jour, ce sera perçu comme un geste pro-travailliste ou pro-conservateur, mais ça n'est ni l'un ni l'autre. Ils font seulement ce que veut le ministre, ce qu'ils sont théoriquement censés faire. En réaction à ça, on a commencé à nommer des conseillers spéciaux dans le gouvernement britannique, qu'on appelle SPADs en jargon administratif anglais. J'ai parlé de ces conseillers spéciaux à un certain nombre de secrétaires permanents. La plupart sont contents de leur faire un peu de place. Comme me l'a dit l'un d'entre eux, si on participe à une émission de télévision, on plaçait avant les conseillers spéciaux quelque part au sous-sol, le plus loin possible du ministre. Pour ce secrétaire permanent en particulier, c'était une idée très bête. Il m'a dit « Je veux qu'il soit avec moi dans la pièce pour pouvoir voir ce qu'il fait, pour que je puisse engager la discussion avec lui, pour construire une relation avec lui parce qu'il va falloir qu'on se fasse confiance. C'est leur travail de gérer les médias. Je ne veux rien avoir à faire avec les médias. Je suis là pour conseiller sur l'action publique, donc il faut que ces gens-là soient de mon côté. Nous travaillons ensemble pour aider la même personne. » Et un certain nombre de secrétaires permanents étaient très habiles à ce jeu-là. Malheureusement, un certain nombre de conseillers spéciaux n'étaient pas très bons à ce jeu-là et privilégiaient le conflit. Le plus connu est celui qui vient de quitter le gouvernement, Dominic Cummings. Le Trésor est le ministère numéro 1. Cette expression que j'ai utilisée tout à l'heure de supériorité détachée s'applique constamment au Trésor britannique. Il recrute certains des meilleurs jeunes fonctionnaires et des plus brillants. Pour illustrer sa place, je vais vous raconter une anecdote. J'étais en observation ethnographique dans un ministère et il se préparait à une rencontre avec un haut conseiller des services du Premier ministre. Donc quelqu'un de Downing Street. Et tout était très détendu. Ils avaient hâte de pouvoir le rencontrer, ils avaient préparé des boissons chaudes et quelques douceurs. L'ambiance était très détendue et cette réunion fut très conviviale. Et puis, ce fut le tour du Trésor. Dire que le Trésor débarquait revenait à annoncer l'arrivée de Satan en direct des enfers. Le contraste entre l'ambiance détendue de la visite d'une personne haut placée des services du Premier ministre et celle tendue, nerveuse, de la visite du Trésor illustre bien le rang du Trésor dans le gouvernement britannique. C'est le ministère qui compte. Sans l'appui du Trésor, vos mesures n'ont aucune chance d'aboutir. Dans tous les systèmes que nous avons étudiés, s'il existe une alliance étroite entre le Premier ministre et le ministre des Finances, cela forme le fondement du gouvernement. Si ces deux-là s'opposent et qu'ils entrent en conflit, le gouvernement a alors tout le mal du monde à faire avancer ses principales mesures. Donc, dans l'administration, on parle beaucoup d'un président dominant, d'un premier ministre dominant, d'un tel ou un tel qui domine, mais en fait, il s'agit la plupart du temps d'une alliance. C'est une alliance entre au moins deux géants du gouvernement qui sont le Premier ministre et le ministre des Finances. Le terme de cabinet recouvre une multitude de failles. Dès qu'on affirme qu'un cabinet, c'est ceci ou cela, on va trouver 6 autres pays pour dire que c'est tout le contraire. Nous avons donc essayé de retourner le problème pour voir comment on définissait le cabinet du gouvernement dans les pays concernés. Il en est rapidement ressorti qu'il ne s'agissait pas du tout d'une réunion ou de quelque chose de ce genre. Il s'agit en fait d'un processus. Ce processus vise à coordonner et à résoudre les conflits dans l'action du gouvernement central. Cela se situe parfois au niveau des réunions du cabinet, mais assez rarement. Souvent, il existe toute une palette de comités et de réunions où on résout ces problèmes au centre du gouvernement. J'aime bien parler d'un effet de cour, avec une référence voulue aux monarques et à leur façon de s'entourer de conseillers pour élaborer la politique du pays. Mais cette même politique de cour peut aussi saper l'action publique. Et
Je crois que c'est ce qui se passe actuellement. Cameron, May et Johnson se sont tous créés une cour, un petit groupe de personnes avec qui ils travaillent la plupart du temps. Et puis, il y a un processus plus large qui est celui qu'on désigne par le terme de cabinet. L'effet de cour est omniprésent. La Suisse fait exception, mais aux Pays-Bas, au Danemark, au Royaume-Uni et en Australie, l'effet de cour influe fortement sur le fonctionnement du gouvernement. Quand on parle de bureaucratie, on parle immédiatement à Franz Kafka et à tous ses ouvrages qui traitent de tracasserie, de bureaucratie et de règles. Ce qu'on peut dire, évidemment, de la vie quotidienne d'un secrétaire permanent est qu'elle est fortement régie par des procédures. Elle suit un modèle maîtrisé et délibéré qui s'occupe de tous les aspects. Ce qui, pour moi, aurait été une crise, était un phénomène pour lequel ils avaient développé des procédures au fil du temps, ce qui en faisait des événements connus parce qu'ils savaient exactement comment les gérer. La crise, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur dans le domaine public et auquel on ne sait pas, du moins au début, faire face. Il y aura toujours des cas où la situation devient incontrôlable et il faut éteindre l'incendie. Et ce travail de pompier fait partie de la fonction, mais ce qui est essentiel dans le ministère, ce n'est pas tellement le travail de pompier, ce sont les affaires courantes. Et un secrétaire permanent ne se présenterait jamais en public, ou même à une réunion au sein du ministère, en ayant l'air d'être en panique.